Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicole Derrien, pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense qu'il y en a un certain nombre qui ne me connaissent pas. Je suis directrice générale d'Unimédia et je suis évidemment ravie de vous accueillir ce soir. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette conférence qui marque en fait la sortie du numéro 50 de Oui Demain. Je pense que vous connaissez tous Oui Demain, mais je vous en dirai aussi quelques mots tout à l'heure. Alors ce soir, on inaugure un nouveau format d'échange avec notre public et qu'on a appelé Un verre avec. Et ce soir, on est vraiment très honorés d'accueillir Cédric Villani, le célèbre mathématicien. Bonjour Cédric. Et Jean-Jacques Hublin, professeur au Collège de France. Bonsoir Jean-Jacques. Alors Unimédia, je ne sais pas si tout le monde connaît, donc c'est le 5e groupe de presse magazine. Et nous avons décidé en fin d'année dernière de reprendre la marque Oui Demain, fondée il y a 13 ans par les frères Siegel, parce qu'en fait, nous souhaitions nous renforcer dans le domaine des transitions, aussi bien les transitions écologiques, environnementales, mais bien entendu, l'ensemble des transitions, qu'elles soient sociétales ou digitales. Et on s'est dit finalement, Oui Demain, aujourd'hui, est référent sur ce domaine des transitions. Et ça aurait beaucoup de sens pour notre groupe d'avoir en fait ce titre dans notre portefeuille. Et donc, on s'est mis d'accord et on a pas mal travaillé. Et donc, oui, nous avons accueilli Oui Demain en fin d'année. Alors Oui Demain, c'est un magazine engagé, mais c'est un magazine engagé tourné vers des solutions. Et pour nous, c'est très important, c'est-à-dire que c'est pas dogmatique, ça porte un regard sur les grands sujets de transition, mais ce regard, il doit être plutôt positif et en tout cas source de solutions et porteur d'espoir. Ce magazine, c'est un trimestriel que je dirais par choix, puisqu'il prend le temps de bien informer. On est, avec ce format trimestriel, loin du flot de contenu d'actualité. C'est un magazine qui invite à la réflexion, au recul, à la mise en perspective. Il offre une profondeur de champ que ne permettent ni les formats courts, ni tous ceux qui font des flux perpétuels d'actualité ou de breaking news. Donc c'est un temps de lecture pour faire un pas de côté, relier les faits à leur contexte historique et imaginer d'autres futurs. Il s'adresse à celles et à ceux qui veulent comprendre, fondamental, mais aussi agir. Voilà, donc comprendre et agir, c'est deux mots qui nous plaisent bien et qui, je l'espère, vont résonner tout au long de cette soirée. Donc sans plus attendre, je vais laisser la place à Olivia Recassens, qui est notre directrice de la rédaction de Oui Demain. Bonne soirée à tous et puis à tout à l'heure autour d'un verre, puisque c'est le nom de notre format. Merci Nicole. Et merci à vous, au nom de toute l'équipe de Oui Demain, merci à vous d'être là ce soir, présents, pour fêter notre anniversaire. Alors effectivement, comme Nicole l'a dit, Oui Demain, quand on dirige Oui Demain, on se rend tout de suite compte que ce n'est pas du tout un journal comme les autres. Que c'est un magazine qui a une empreinte singulière dans le paysage actuel de la presse française, parce qu'il est à la fois engagé et inspirant, parce qu'il ose le temps de la réflexion comme celui de l'émerveillement, parce qu'il ose poser des questions qui piquent, des questions qui fâchent, mais aussi trouver des solutions, parce qu'il engage ses lecteurs et surtout, il ne leur dit pas ce qu'il faut penser, ce qu'ils doivent penser, mais il leur donne des clés pour mieux comprendre. Et je vais vous raconter une petite anecdote pour vous montrer, pour vous révéler un peu l'état d'esprit dans lequel nous faisons ce journal, donc chaque numéro. Un de nos abonnés, à qui on a demandé pourquoi vous êtes abonné à Oui Demain, a eu cette remarque, parce que c'est un journal qui m'élève. Et donc cette promesse-là, nous essayons de la porter dans chaque numéro pour faire un journal qui élève son lecteur, que le lecteur, la lectrice se sente enrichi en lisant Oui Demain. Alors ce soir, j'ai quand même une pensée pour François Siegel, donc qui a cofondé avec son frère Jean-Dominique Oui Demain,
et qui m'a entraînée dans cette belle aventure. Et j'aurais évidemment beaucoup aimé ce soir que François soit là pour fêter cet anniversaire, l'anniversaire de son journal. Mais c'est un très beau journal. Et pour cette soirée d'anniversaire, car c'est quand même une soirée d'anniversaire, plutôt que de souffler des bougies, on a décidé en fait de vous proposer ce que Oui Demain sait faire, c'est-à-dire décrypter le monde qui change, le monde de demain, ce monde qui change brutalement. Et donc, une question est arrivée assez naturellement, c'est la question de l'IA, l'intelligence artificielle, qui est en train de bousculer tous nos repères, de nous basculer tous et toutes dans autre chose. Et cette autre chose reste à percevoir. Et cette pensée, cette thématique est venue d'autant plus naturellement que Cédric Villani devient un de nos chroniqueurs. Donc nous accueillons dans le numéro qui vient de sortir Cédric Villani, qui est un fin connaisseur de l'IA. Et on trouvait pertinent de l'associer avec Jean-Jacques Hublin, qui lui n'est pas un connaisseur de l'IA, mais un connaisseur de l'intelligence humaine, un connaisseur de l'évolution, parce que nous ne voulons pas ce soir opposer intelligence artificielle et intelligence humaine, ça n'aurait aucun sens, ce serait simpliste, mais discuter autour de l'énigme de l'intelligence, quand Sapiens rencontre l'IA. Alors, je me suis livré à un petit exercice assez anodin, mais je trouvais qu'on allait mettre l'IA à notre profit. J'ai demandé à ChatGPT, écris-moi une bio sur Jean-Jacques Hublin, et écris-moi une bio sur Cédric Villani. Donc je vais vous lire ce que ChatGPT m'a écrit. Alors je lui ai dit une bio objective. Alors Jean-Jacques Hublin, je commence par vous. Paléoanthropologue de renommée mondiale, professeur au Collège de France, Jean-Jacques Hublin a profondément renouvelé l'histoire de l'espèce humaine, spécialiste des Néandertaliens et des premiers Homo sapiens. Il est à l'origine de découvertes majeures en Afrique et en Europe, notamment, membre de l'Académie des sciences et lauréat de prix prestigieux comme le prix Balzan. Il est une figure phare de l'archéologie du vivant. Et alors moi j'ajoute que Jean-Jacques, vous avez commis un excellent livre qui est paru récemment aux éditions Robert Laffont, La tyrannie du cerveau, que j'encourage tout le monde à se procurer. Cédric Villani, qu'est-ce que ChatGPT a dit sur vous? Mathématicien, lauréat de la médaille Fields en 2010, membre de l'Académie des sciences, ancien directeur de l'Institut Henri Poincaré, Cédric Villani conjugue sciences d'excellence et engagement public. Député de 2017 à 2022, cofondateur de la Fondation de l'écologie politique, il défend une approche éthique et éclairée des grands enjeux contemporains. Figure atypique du paysage intellectuel français, il fait rayonner les mathématiques comme vecteur de culture et de transformation du monde. J'ajouterai pour ce soir que vous avez aussi, Cédric Villani, rédigé un rapport à la demande du gouvernement sur l'IA, qui s'appelait « Donner un sens à l'intelligence artificielle » et qui a contribué à élaborer une stratégie nationale en termes d'IA. Il a bien écrit cofondateur. Il a écrit cofondateur. Je n'ai rien corrigé. Elle a été fondée 10 ans avant que je connaisse son existence. Mais eh ben, ChatGPT vous a attribué la cofondation. il me prête bien des qualités, des vertus, il est bien ce petit. Alors ce soir, je vous propose, comme je disais, plutôt que d'opposer IA et intelligence humaine, d'aborder une question assez vertigineuse qui est l'énigme de l'intelligence quand Sapiens rencontre l'IA. Et donc je vais commencer par vous poser une question à tous les deux. Peut-être Jean-Jacques, vous commencerez. L'intelligence, est-ce qu'elle est une propriété exclusive du vivant ou est-ce qu'elle est un processus que la technologie peut imiter, voire même surpasser? Bon, autrement dit, plus simplement, est-ce que ChatGPT et consorts sont intelligents? Je crois qu'il faut tout de suite dire que le terme d'intelligence, c'est un terme qui est assez en fait, nébuleux. Il n'y a pas une qualité des hominines ou des hommes qu'on pourrait appeler l'intelligence avec un grand I. Il y a des capacités cognitives, hein, pour employer du jargon, qui sont très variées et très diverses, et dont l'assemblage, eh bien, c'est ce que dans le langage courant on appelle l'intelligence. Mais en fait, ça recouvre énormément de capacités, de talents que les uns ou les autres ont ou n'ont pas, et qui peuvent être aussi différentes que voilà, l'intelligence mathématico-déductive, l'intelligence sociale dans les rapports humains, une intelligence technique pour voilà, fabriquer des objets, une intelligence spatiale, comment le corps arrive à se coordonner, se localiser dans son milieu.
Et on pourrait continuer la liste, hein. Il y a des gens avant moi qui ont essayé de décortiquer l'intelligence en différentes thématiques. Et dans le fond, on voit bien que au niveau des individus, on peut avoir des gens qui sont très doués pour une chose, beaucoup moins pour une autre. Et d'ailleurs, on sait, entre guillemets, mesurer, quand on parle de tests d'intelligence, de coefficients intellectuels, des choses comme ça. Enfin, on fait quoi? On mesure certaines de ces capacités dans une direction précise, et là, on peut arriver à des choses quantitatives. Sinon, voilà. Alors maintenant, toutes ces intelligences, je dirais, naturelles, moi qui ne connais rien à l'intelligence artificielle, mon sentiment, c'est que quand même, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire, il y a des intelligences artificielles, voilà, celle qui me guide à travers les embouteillages, qui me permet de les éviter pour aller plus vite d'un point à un autre. J'ai le sentiment que ça n'est pas la même que celle qui peut me produire un résumé d'article. Et donc, voilà. Alors maintenant, la question, c'est du point de vue, c'est de la longue durée, du point de vue de l'évolution humaine et du mode d'adaptation des hommes à leur environnement. Eh bien, dans le fond, qu'est-ce qui est central dans ces intelligences? On pourrait y revenir. Personne ne sait trop ce que c'est l'intelligence. Je reprends à mon compte ce qu'a dit le collègue. Et je vais en rajouter une dose. Même si on se restreint à quelque chose qui semble plus facile à mesurer, comme disons dans le domaine mathématique, imaginez le petit jeu suivant. Je vous donne un grand nombre qui est le produit de deux nombres plus petits, et je vous demande de deviner quels sont les deux nombres dont c'est le produit. Je prends cet exemple à dessein parce que c'est un de ces problèmes dont on sait bien c'est facile de multiplier des nombres et c'est très difficile de retrouver les nombres qu'on a multipliés. C'est un des principes de sécurité, de base en cryptographie, pas le principe l'un des principes qui ont été beaucoup utilisés. Bon. Et imaginez, vous le soumettez à votre copain et il vous donne la réponse et vous dites « Waouh, extraordinaire, comment as-tu fait ?» Et s'il vous répond, juste, je les ai tous essayés jusqu'à trouver le bon. Vous allez vous esbaudir devant les capacités de calcul rapide de votre ami, mais ce n'est pas spécialement de l'intelligence mathématique. Il suffit de tout essayer bourrinement et de voir ce qui marche. Bon. Est-ce que c'est de l'intelligence ou pas? Ça a répondu à une question difficile rapidement, mais de façon fort bourrine. On peut être créatif et bourrin, attention. Il y a des exemples célèbres dans l'histoire des sciences. On sait que des gens comme Edison étaient sans arrêt en train d'expérimenter à tout va, toutes les possibilités, toutes les matières pour ces différentes expériences et tout ça. Bon. Maintenant, regardez le problème suivant. Un des grands exemples dans lesquels on a vu un algorithme réaliser des tâches auparavant réservées aux humains et qui a vraiment changé la donne dans notre rapport à l'information générale, c'est quand dans la deuxième moitié, dans la fin des années 90, sont apparus les moteurs de recherche efficaces. Dans les années 90 apparaissent les premiers moteurs de recherche, Yahoo, Alta Vista. Bon. Avant les années 90, ce n'était pas vraiment un sujet. Début des années 90, ça se développe, c'est un sujet. Fin des années 90, arrive Google en Occident et Baidu en Chine. Le grand principe utilisé aussi bien par Google que Baidu, qui est assez révolutionnaire, est le suivant. Il consiste à dire, voilà, on veut chercher une information pertinente, et avant, pour trouver l'information pertinente, on vous appelle au spécialiste du coin, peut-être un professeur d'université, du Collège de France, peut-être un bibliothécaire, un érudit, et là, on va chercher à l'automatiser. Mais comment déterminer ce qui est pertinent? La grande force de Google, de l'algorithme PageRank, au lieu de chercher les bons mots-clés, les bons auteurs, c'était de dire, bon, dans cette masse d'informations qui est en ligne sur le web, je vais chercher la réponse
non pas dans une page web en particulier, mais dans la structure globale de l'ensemble des pages web. Parce que chaque fois que quelqu'un poste une page web, c'est une façon de dire voilà ce qui est pertinent, voilà ce qui est important. Une page web qui est très citée, on peut se dire qu'elle a attiré beaucoup d'attention. Une page web qui est très citée, peut-être indirectement, c'est quelque chose vers lequel on se tourne en dernier ressort. Peut-être on cite quelqu'un qui cite quelqu'un qui cite quelqu'un. Bon. Et en cherchant comme ça quelles sont les références finalement vers lesquelles on retombe le plus, on va à la racine de ce qui est censé être plus pertinent. C'est un peu le même genre de démarche qu'en sciences, quand vous voulez naviguer dans la bibliographie, chaque article a ses références, les références renvoient sur d'autres références, etc. Et vous faites le pari que dans le graphe de ces références, vous allez trouver la solution. Et les pages web, c'est sans arrêt des références parce que chacune pointe vers d'autres pages, sont les liens HTML. Et donc la stratégie de Google a été la suivante. On va chercher quelles sont les pages web les plus citées en dernier recours. On va envoyer une petite souris virtuelle se balader de page web en page web, et parmi toutes les pages web qui ont un certain mot-clé, les faire aller à travers les liens de ci, de là, au hasard, en fonction des liens qui se présentent. Et le fait d'aller au hasard vous indique que systématiquement, vous allez dans ce qu'on appelle une marche aléatoire, sur ce graphe de l'information, retomber le plus sur les pages web qui, en fin de compte, sont les plus utilisées comme référence. Et bien ça, c'était la base de l'algorithme de recherche de Google, le PageRank. Très, très efficace. Après, il a été perfectionné, reperfectionné, mais il a écrasé tous les concurrents. Mais quand vous vous demandez qu'est-ce qu'il fait cet algorithme pour trouver l'information pertinente, et bien la réponse, il va au hasard. Il part n'importe où, et il va n'importe où, autant de fois qu'il peut, et il compte le nombre de fois qu'il est le plus souvent arrivé sur une référence. C'est un peu comme si vous étiez là en train de vouloir vous repérer dans un domaine scientifique inconnu, dans une langue, c'est du, je sais pas moi, c'est écrit en chinois ancien, et puis vous avez tous les articles de recherche là-dessus, et puis vous faites la liste de toutes les références, puis vous regardez dans quelle référence indique, etc., etc., vous repérez sans rien comprendre un mot aux articles, vous sortez du doigt comme ça la référence la plus citée par les pairs. Bon, est-ce que c'est de l'intelligence? Pas tellement comme procédure, vous comprenez rien de ce dont il est question. Mais ça donne le résultat super malin. Ça donne un résultat très pertinent et on peut en témoigner tous et toutes, je pense. Ces moteurs de recherche, ils ont changé notre rapport au savoir. On est là sur quelque chose qui semblerait relever de l'intelligence artificielle. Alors, il y a une seule raison pour laquelle ces algorithmes, on ne les appelle pas de l'intelligence artificielle. Ça remplit toutes les cases, ça coche toutes les cases d'une définition raisonnable d'intelligence artificielle. La seule que ça coche pas, c'est que ça attire plus le buzz parce que ça marche. Et il y a une règle générale que les spécialistes connaissent depuis longtemps, qui est qu'on utilise intelligence artificielle que pour des algorithmes qui attirent le buzz. Parce qu'ils marchent presque, mais pas encore tout à fait, ou parce qu'on s'excite sur les possibilités, ou parce qu'on est effrayé par les possibilités que ça va engendrer, etc., etc. Dès que ça marche, on cesse de l'appeler intelligence artificielle. On retrouve ce que disait le collègue, nébuleux, c'était ça le mot. Ben oui, intelligence, ça fait rêver. Dès qu'on voit intelligence, ça renvoie à nous, à cette sensation, l'éclair de satisfaction quand on comprend quelque chose, ou la façon dont on est impressionné par quelqu'un qui tire quelque chose du chapeau, on est impressionné par l'intelligence. Rien que le fait d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est une façon d'impressionner et d'induire le flou sur ce qui est à l'œuvre dans l'algorithme. Mettre cette petite idée en filigrane, même si elle n'est pas explicite, que c'est comme s'il y avait une sorte de conscience, une sorte d'être nouveau qui est là derrière l'algorithme et qui va réaliser quelque chose, faire quelque chose de nouveau. Et évidemment, ça engendre la plus grande confusion possible. Ça fait partie du modèle économique. L'ont bien compris les développeurs de l'intelligence artificielle aujourd'hui, les grands patrons, pas les scientifiques. Pour que ça marche et pour attirer les milliards, il faut le buzz maximal. Les deux grandes choses qui marchent pour faire le buzz, c'est le rêve et la dystopie. Foutre la trouille aux gens et donner des espoirs extraordinaires. Et c'est comme ça que vous avez d'un côté les gens qui vous promettent que ça va guérir toutes les maladies en 10 ans, de l'autre côté ceux qui vous disent que ça va anéantir l'humanité. Parfois c'est les mêmes qui vous disent ça en même temps. Mais dans l'un cas comme dans l'autre, ça attire le buzz, qui attire le buzz, attire les milliards in fine. Ça fait partie du but.
Voilà. Ça vous va, ça? C'est pas mal. C'est un bon début, je trouve. C'est un bon début, c'est bien, mais on va se chauffer après. Mais néanmoins, ça redéfinit quand même, ou pas, notre définition d'intelligence, qui a déjà été battue en brèche, parce qu'on disait l'intelligence est propre de l'homme, on a vu que les animaux étaient intelligents, qu'il y avait même une sentience, une intelligence végétale, des guillemets. Maintenant, on est face à du non-organique, une intelligence sans corps. Alors que toute notre évolution, elle est basée notre intelligence, elle est basée sur le fruit d'une évolution biologique et culturelle. En fond, l'idée d'externaliser des capacités de raisonnement, de calcul, de stocker de la mémoire à l'extérieur, dans le fond, c'est la continuation d'une tendance évolutive très ancienne chez les hominines. Dans le fond, qu'est-ce qui définit... Alors, je parle d'hominines, sont... les hommes actuels et leurs ancêtres, disons dans les 7 derniers ou 8 millions d'années qui précèdent. Donc on parle de créatures dont certaines sont très très différentes des hommes actuels. Et quand on essaie de comprendre ce qui fait la caractéristique de ces créatures et qui les différencie, par exemple, d'autres grands singes, on se rend compte qu'il y a deux tendances fortes et qui probablement explique le succès de notre espèce, un succès... j'ai parlé jadis d'espèces invasives, puisqu'on a quand même remplacé une bonne partie de la biomasse de vertébrés terrestres avec nous-mêmes et avec nos animaux domestiques. Il y a deux choses qui sont vraiment fondamentales au sein de ces hominines. La première, c'est la coopération, c'est-à-dire la capacité de créer des réseaux de solidarité. Alors tout ça, ça paraît très très gentil, mais quand je dis créer des réseaux de solidarité, ça peut être aussi pour aller massacrer les voisins. Mais on est très très bon pour créer des réseaux de coopération et de solidarité. Et ces réseaux, au cours de l'évolution, ils se sont étendus de plus en plus. Aujourd'hui, ce sont des réseaux planétaires, une époque où c'était des réseaux beaucoup plus réduits. Et ça, évidemment, du point de vue de la sélection naturelle, ça a pesé sur notre cerveau. Et donc, on a développé de plus en plus de capacités, en particulier quelque chose que les psychologues appellent la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité que nous avons de nous mettre dans la tête des autres et de comprendre non seulement ce qu'ils peuvent penser ou craindre, mais comment ils peuvent eux-mêmes imaginer la pensée encore de tierces personnes, voire au 4e degré, au 5e degré, au 6e degré. Enfin, on est très très bon à ça. Puis la deuxième chose que ces hominines ont fait, c'est transformer leur environnement. Beaucoup d'espèces vivantes qui s'adaptent biologiquement à leur environnement. Les hominines, au bout d'un moment, ont pris un chemin un petit peu différent. C'est ce qu'en biologie on appelle une construction de niche, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à modifier leur environnement pour l'adapter à eux. Et alors là, on est allé très très loin dans la modification de l'environnement pour l'adapter à nous. On vit dans un monde peuplé de machines, d'artefacts, de structures. On vit dans un microclimat qui nous convient beaucoup mieux que si on vivait dehors, hiver comme été. Et donc là encore, c'est quelque chose qui demande une intelligence technique, prédictive, des capacités de raisonnement et de déduction. Et tout cela a entraîné une évolution de notre cerveau qui est tout à fait extraordinaire par rapport à ce qu'on trouve dans le monde vivant en général et chez les primates. Et alors ce cerveau formidable qui nous permet de faire toutes ces choses, il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui coûte très très cher. Ça coûte très cher à l'organisme, ça coûte très cher en énergie. Votre cerveau, là, quand vous êtes assise à me regarder sans rien faire, votre cerveau qui représente 2% du poids de votre corps consomme 20% de votre déjeuner. Donc, c'est 10 fois plus que la moyenne des tissus. Et donc, ce coût très élevé du cerveau, ce coût très élevé de l'intelligence, eh bien, ça a entraîné de nombreux changements évolutifs chez les humains qui ont externalisé tout un tas de fonctions
Pourquoi? Parce que justement, c'était un moyen de récupérer de l'énergie pour le cerveau. Et donc, dans une phase, je dirais, ultime de cette évolution, eh bien, on s'est mis à externaliser certaines des capacités du cerveau. Alors d'abord, des capacités de mémorisation, donc avec des signes, des symboles, l'écriture, évidemment. Et puis, évidemment, aujourd'hui, on a externalisé des capacités de calcul. Donc au début, c'est assez simple. On peut faire ça avec un boulier, puis des choses de plus en plus compliquées. Puis évidemment, aujourd'hui, on va vers d'autres capacités cognitives qu'on essaie de mimer dans des systèmes techniques. Alors, je ne sais pas si on reviendra sur ce point plus tard dans la soirée, mais il faut bien comprendre que en externalisant ces fonctions dans un univers artificiel, on se retrouve dans quelque chose qui coûte encore plus d'énergie que ce que coûtait comme énergie notre intelligence naturelle qui fonctionnait avec de la chimie à l'intérieur de notre organisme. Donc, si vous devez retenir quelque chose en nous quittant ce soir, c'est que l'intelligence, c'est bien, mais ça coûte cher. Ça coûte cher en énergie, ça coûte cher en énergie au niveau purement biologique, et ça coûte cher aussi en énergie quand on se lance dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui. J'entends, notre cerveau, il coûte en énergie 10 fois plus que ce qu'il devrait par rapport à sa masse. Mais quand on compare la quantité d'énergie dépensée par tel ou tel humain par rapport à la quantité d'énergie qui est nécessitée par le... Allez, on va pas citer celui que vous avez déjà cité, cher Olivia. Non, ne le recitez pas, on en parle trop. Il est piloté par un fou furieux. Mais tous, non? Lui encore plus que les autres. Et c'est le plus fermé de tous, malgré qu'il s'appelle OpenAI. Alors, parlons de Llama, parlons de Mistral, parlons de Claude, si vous voulez. Dans quelle quantité d'énergie ça demande? La réponse, c'est 5 ou 6 ordres de grandeur de plus, quoi. On est sur les fois 100 000, fois 1 million. C'est juste phénoménal, la quantité d'énergie supplémentaire qui est demandée. Il y a toute la partie hardware, évidemment, le matériel, avec l'extraction de matériaux, la mise en place de ces grandes infrastructures de calcul très finement agencées, pressées. La quantité considérable de données qui sont collectées, qui sont échangées, les calculs qui moulinent et qui turbinent. Les derniers grands modèles de langage sont des fonctions, on peut les considérer comme des fonctions mathématiques, utilisant 1 millier de milliards de paramètres, quelque chose comme ça, 1 millier de milliards de paramètres, de la folie furieuse. Ils en sont à rêver d'avoir leur propre centrale nucléaire pour pouvoir balancer autant d'énergie qu'ils peuvent dans leur modèle d'apprentissage et tout ça. Donc juste phénoménal. Et effectivement, moi je trouve ça assez séduisant l'idée que toute cette sphère supplémentaire, l'écriture, qui est une façon d'externaliser une partie de notre intelligence, les outils à mesurer, à calculer, et maintenant les algorithmes, il faut les voir comme des extensions externes de notre intelligence à nous, puisqu'après tout, c'est nous qui l'utilisons, c'est nous qui leur soumettons des choses, c'est notre interface, mais elle est avec un coût juste considérable. Je suis complètement opposé à l'idée de considérer qu'il s'agit d'une forme d'intelligence en tant que telle, intrinsèque. Je ne comprends pas ça. Ce n'est pas une entité avec une conscience. C'est un assemblage, pour le coup, purement délocalisable, au sens où c'est juste une fonction mathématique représentée de façon physique par des impulsions qui sont pleinement délocalisables et pas concentrées en tel ou tel endroit. Il n'y a pas d'aspect sensoriel, il n'y a pas d'aspect concentré comme nous on peut l'être. En revanche, je vois bien l'idée qu'il y a cette technocouche externe qui est une partie de la technique consacrée aux sciences de l'information. Historiquement, dans l'histoire des sciences, ça a été un moment important quand on a compris qu'il y avait une façon de convertir, ou du moins d'aller de l'un vers l'autre, entre ces deux grands concepts fondamentaux que sont énergie et information. Énergie, la base de la physique, de la thermodynamique, des réactions chimiques et tout ce que vous voulez. Information, c'est dans le monde théorique, ça vous parle de complexité, ça vous parle de capacité de réaliser les choses les unes et les autres. Les deux
se retrouvent réunis à partir de la deuxième moitié du 19e siècle dans les théories de Clausius, Maxwell et Boltzmann sur la thermodynamique. Et apparaît alors ce paradoxe. On est dans Oui demain, on peut parler de petits paradoxes. Et donc Maxwell imagine ce paradoxe qu'on appelle le démon de Maxwell, qui a fasciné les intellectuels, certains écrivains et autres. Et il dit, imaginons un compartiment, une boîte qui est coupée en deux compartiments, et il y a un mélange dedans de particules blanches et de particules rouges. Et vous avez un petit démon qui se contente d'ouvrir ou de fermer un petit clapet en fonction de s'il y a une particule rouge qui peut passer par l'ouverture du petit clapet. Vous savez, il y a une petite fenêtre au milieu de la paroi, un petit clapet qui peut ouvrir ou fermer. Et il fait ça pour favoriser que les particules blanches aillent d'un côté et les particules rouges de l'autre. Et le démon agit, et ainsi, avec un travail dont on peut montrer qu'il est quasiment nul en apparence, il arrive à séparer les deux espèces de gaz, allant ainsi à rebours de ce qu'on appelle le second principe de la thermodynamique, qui veut que les mélanges se fassent toujours vers un état de plus en plus chaotique, de plus en plus désordonné. Bon. Il a fallu en gros... Allez, c'est un paradoxe qui a été complètement résolu seulement dans les années 30, même si on est revenu après dans les années 40 et 50. Donc il a fallu un demi-siècle aux physiciens pour bien trouver la solution de ce paradoxe. Et ça a été dans le fait que les calculs que ce petit démon doit faire pour repérer la particule, savoir si elle va passer ou pas, doivent forcément consommer de l'énergie. Et que tout ce qu'on a eu l'impression de gagner en information, et ça a été consommé en énergie. Donc historiquement, pour l'histoire des sciences, ça a été très important, cette notion que n'importe quel calcul demande un minimum d'énergie. Dernier mot. Vous avez très bien parlé du grand remplacement, le vrai grand remplacement, pas celui de la fachosphère qui veut gagner des points électoraux en disant qu'on est grand remplacé par telle ou telle population, mais le grand remplacement de la biodiversité par le vivant spécialisé que sont les humains et au service des humains. Et la stat, qui est une des plus effrayantes que j'ai vues dans ma vie, je crois, quand on regarde les biomasses, effectivement, vous me corrigerez si besoin, on regarde les bestioles sur la terre ferme, les vertébrés sur la terre ferme, et on regarde la masse combinée, d'un côté tous les humains, leurs animaux domestiques, leurs animaux d'abattoir, et de l'autre côté tous les animaux sauvages, les hippopotames, les crocodiles, les éléphants, les rhinocéros, tous les oiseaux, etc. 96%, 4%. L'humain s'est juste approprié la biomasse vertébrée terrestre. Pas tellement pour son propre bien, parce que l'essentiel, c'est pour l'alimentation carnée, c'est responsable des 4/5 de la déforestation dans le monde, d'épidémies d'obésité, d'une bonne partie des émissions de gaz à effet de serre, de pollution aux algues vertes et à d'autres choses ici et là, de quantités de souffrance parmi les plus considérables qui est dans la sphère vivante en général, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Ça fait partie du génie humain. Ah, je sens que Jean-Jacques veut réagir. Oui, c'est vrai que on revient sur cette question de l'espèce invasive. Alors juste un petit ajout, même si demain on devenait tous végans, que donc il n'y ait plus de vaches, plus de poulets et plus de cochons sur Terre, les êtres humains continueraient à représenter en termes de biomasse plus que les rhinocéros, les petites souris, les lapins, les oiseaux et tout le reste. C'est-à-dire qu'on a une biomasse absolument énorme, et dans l'histoire de la vie, en tout cas chez les vertébrés, c'est jamais arrivé. Alors on parlait d'énergie. Cette question de l'énergie, c'est une question centrale dans l'évolution humaine. On n'y pense pas souvent, mais c'est vraiment quelque chose qui a toutes sortes d'impacts sur notre adaptation biologique, mais aussi sur nos comportements.
Combien coûte un être humain qui, j'allais dire, un chasseur-cueilleur tel qu'il y en avait il y a 20 000 ans? On le sait, hein, ça se mesure. Hein. Donc c'est une ampoule de 100 watts. Voilà, c'est un être humain, c'est une ampoule de 100 watts. À comparer avec la consommation d'énergie d'un Américain ou d'une Américaine. Je dis une Américaine parce que je vais revenir sur l'Américaine dans quelques secondes. À la fin du XXe siècle, on est plutôt autour de 20 kilowatts. Donc on est dans des ordres de grandeur complètement différents. Ce que je voudrais quand même dire, c'est que cette histoire, ce n'est pas un accident industriel qui s'est produit il y a un siècle ou deux ou trois. C'est une tendance longue. On est énergie addict depuis très longtemps, notamment à cause de ces histoires de cerveau, d'intelligence, de transformation de l'environnement et d'intelligence sociale. Oui, je parle de l'américaine parce que, juste pour montrer à quel point ça envahit toutes sortes de problèmes qui sont les problèmes d'aujourd'hui. Je suis sûr que vous avez entendu parler de ça, hein, après avoir vraiment eu peur de l'évolution démographique de la planète, avec une population, il y a 30 ans, 40 ans, du temps du Club de Rome, on imaginait une évolution explosive de la démographie. Vous savez que maintenant, tout le monde se préoccupe du fait qu'en fait, la démographie, elle fléchit. Hein, et donc, alors, il y a un organisme à l'ONU qui fait de la prédiction, qui est plutôt conservateur, on va dire, hein, qui prévoit donc un plateau autour de 10 milliards d'êtres humains dans le milieu du XXIe siècle, et puis ensuite une descente lente. Alors il y a des gens qui font des prédictions beaucoup plus radicales que ça, hein, qui disent que la pente, elle va pas être douce, hein, et c'est une vraie diminution qui va arriver peut-être plus tôt que ce qu'on prévoit. Et de fait, à peu près dans toutes les sociétés humaines développées ou même un peu moins développées, on assiste à un fléchissement de la natalité. Alors je vais revenir à mon ampoule de 100 watts et à mon américaine. Les gens qui étudient les problèmes énergétiques dans les différentes espèces mesurent, dans le fond, la consommation d'énergie par un paramètre qu'on appelle le métabolisme basal. Le métabolisme basal, c'est quoi? C'est l'énergie qu'on dépense quand on fait rien. C'est l'énergie qu'on dépense pour se maintenir en vie, pour la réparation cellulaire, pour respirer, pour faire battre son cœur. C'est le minimum qu'il faut. Et évidemment, à cette énergie s'ajoute toute l'énergie qu'on peut dépenser dans nos activités. On s'est rendu compte qu'il y a un lien entre ce métabolisme basal et puis la fécondité des espèces. En gros, pour dire les choses très simplement, il y a des espèces qui ont un métabolisme basal très bas, et donc les petits ne coûtent pas cher. On peut en produire énormément. Et ces espèces qui sont peu consommatrices d'énergie, elles ont une fécondité énorme, avec une mortalité énorme de la descendance. C'est pas grave parce qu'il y en a plein. Puis à l'autre bout du spectre, on a des espèces où le métabolisme basal est beaucoup plus élevé. Et donc nous en sommes un exemple. Au sein des primates, nous sommes les primates qui ont le métabolisme basal le plus élevé. Et ces espèces-là, elles ont beaucoup moins de petits. Ils coûtent cher, on en prend soin, il faut s'en occuper longtemps, et donc d'une façon générale, la fécondité est faible, et on peut construire un diagramme, un graphe, hein, en 2 dimensions. Alors en général, c'est des diagrammes log-log, hein, parce qu'on compare des souris avec des baleines, hein, donc c'est un peu compliqué de rentrer tout ça dans une représentation graphique, mais ce qu'on voit dans ces représentations, c'est qu'il y a une très très belle corrélation avec un beau nuage de points très étiré, avec une belle régression, avec à un bout des espèces qui ont un métabolisme très bas et énormément de petits, une fécondité très élevée, et puis à l'autre bout des espèces, beaucoup de consommation d'énergie, très peu de petits. Et donc il y a un écologue, pas dit un écologiste, hein, un écologue américain qui s'appelle James Brown,
il s'appelait, parce que je crois qu'il est mort, c'est pas le chanteur, c'est un autre, qui était membre de l'Académie des sciences des États-Unis. Et ce James Brown, il a eu une idée avec deux de ses collaborateurs. Ça a été de rentrer dans ce diagramme la consommation énergétique individuelle dans différentes sociétés humaines. Alors là, on ne parle plus du métabolisme basal, on parle de tout ce qu'on consomme. Et donc, dans mon échelle log-log, là, donc, mon américaine qui consomme 20 kW, en termes de, si on convertit ça en métabolisme basal, c'est l'équivalent d'un gorille femelle de 30 tonnes. D'accord? Et, non mais c'est là que c'est intéressant, le modèle prédit que ce gorille femelle de 30 tonnes, dans toute sa vie reproductive, aura 1,6 petits. Et c'est exactement ce qu'on observe dans les sociétés humaines qui consomment beaucoup d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a ce taux de reproduction, enfin ce taux de fécondité qui est inférieur au taux nécessaire à la reproduction des populations. Alors, quand je raconte ça dans des démographes, ils sautent au plafond, ils disent non, c'est pas ça, c'est la contraception, l'éducation des filles, c'est ci, c'est ça. D'accord, mais quand même, ça marche, ça marche. Je ne connaissais pas celui-là, mais je le trouve séduisant aussi, parce que même si éducation, contraception et tout ça, en pratique, on voit que c'est l'énergie, oui, et puis il y a l'énergie des institutions de la société, des procédures administratives, toute l'énergie qui est dépensée pour avancer dans une société de plus en plus liée par de tous les côtés. Et il faut noter aussi d'ailleurs qu'il y a un contre-exemple pour l'évolution démographique aujourd'hui dans le monde, ça s'appelle l'Afrique, qui est le continent qui continue à grimper, mais pas un contre-exemple à la loi, parce qu'il y a une consommation énergétique qui est très très inférieure à ce que nous avons nous. Mais même l'Afrique subsaharienne connaît un fléchissement de la démographie. Hein. Donc c'est une partie du monde qui est, si je peux dire, en retard, enfin il y a un délai temporel par rapport à ce qui se passe ailleurs, mais je suis absolument certain que d'ici la fin du XXIe siècle, on aura en Afrique subsaharienne, parce qu'on voit... là, parce que évidemment, quand on parle de baisse de la natalité, on pense à la Chine, à l'Europe, à l'Amérique du Nord. Non, c'est vrai en Égypte, en Inde, dans le Maghreb, c'est vrai partout. Alors, avec des vitesses et une inertie qui est différente suivant les régions du monde, mais c'est une tendance générale. Et donc, ça pose des questions vraiment intéressantes, hein, parce que ça veut dire que, dans le fond, il y a une forme quand même de régulation, si je peux dire. C'est-à-dire que notre côté énergie addict, il a, voilà, on a le poison et le contre-poison un petit peu dans la même fiole qu'on est obligé d'avaler. Et alors, évidemment, quand je parle de ça à mon ami Jean Jouzel, il me dit, mais ton histoire, c'est bien, mais même si on avait une réduction formidable de la population, ça ne résoudrait pas les problèmes. Mais je pense que c'est un paramètre qu'il faudra prendre en compte quand même. Finalement, l'IA est aussi, elle n'est pas invasive, mais elle est aussi une énergie disponible qui prend plus. Mais c'est-à-dire que, bon, encore une fois, je reviens à cette idée d'externalisation. Évidemment, on a complètement oublié ça, hein, mais il y a 20 000 ans, un homme de Cro-Magnon, enfin on appelait ça comme ça autrefois, un homme de Cro-Magnon, ou une femme de Cro-Magnon, c'était quelqu'un qui devait maîtriser toutes les connaissances de l'époque. Donc dans son cerveau, il avait la connaissance de toutes les techniques, de tout ce qu'on pouvait manger, pas manger, comment l'attraper, ce qu'il fallait savoir du cycle des saisons, de la prédiction du temps, etc., etc. Et ça a complètement changé avec l'émergence de sociétés complexes. Bon, c'est lié à l'agriculture, au développement des sociétés-États, avec une division des tâches où chaque individu s'est trouvé porteur d'une partie des compétences, et c'est,
je reviens à cette capacité de coopération, c'est la mise en commun du cerveau de tas d'individus qui permet de fabriquer des choses comme ça que personne ne sait à titre individuel produire. Et d'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup, mais au cours de l'évolution des hominides, on a une tendance à l'augmentation de la taille du cerveau, avec tous les coûts qui sont inhérents à cette évolution. Mais depuis quelques milliers d'années, on a une réduction de la taille du cerveau et une autre façon de faire fonctionner. Alors, les sociétés d'il y a 2000 ans, 3000 ans, ou les sociétés actuelles ne sont pas moins intelligentes que les sociétés du passé, mais c'est une intelligence collective, dans le fond, qui, alors, c'est la mise en commun de beaucoup de cerveaux et non plus la performance, si je peux dire, de chaque individu pris isolément. Les IA ne coopèrent pas encore entre elles. Les IA, est-ce qu'elles coopèrent entre elles comme nous on l'a fait La question n'a pas tellement de sens parce que on ne peut pas identifier un truc comme étant une IA. Il y a des algorithmes qui tournent à travers le monde entier, qui se nourrissent à travers des millions de données glanées ici et là. Chacun de ces trucs est un projet collectif. Il y a un peu de chacun de nous dans ce qu'utilise, et de chacun de nos expériences dans ce que fait Moulin et Mistral. On peut après subdiviser ces trucs-là en plusieurs sous-machins qui vont coopérer les uns avec les autres, mais ça reste des projets globaux. Non seulement ils sont alimentés avec des données globales, mais ils sont aussi, ils font partie de leur réalisation physique, sont des choses qui sont actées sur les 5 continents, des trucs qui sont extraits en Afrique, des trucs qui sont montés en Asie, des trucs qui sont alimentés en énergie ici. Chacun de ces trucs qu'on appelle IA, c'est un projet sa surface, si on voulait dire où est-ce qu'il est localisé, c'est pas comme nous qui sommes projet issu d'un couple avec une résultante et une biologie finie. La localité, ce sont des trucs qui sont complètement globaux. Et dans chacun, il y a eu la participation indirecte de millions d'êtres humains. Donc on ne peut pas les individualiser, on peut pas. Et la question de leur coopération n'a pas tellement de sens non plus. Ou si elle en aurait au même sens où on pourrait se demander si des disciplines scientifiques coopèrent et interagissent entre elles. Par exemple, on peut très bien dire, est-ce que la biologie et la mathématique coopèrent? Réponse oui. Ce sont des courants d'idées qui sont issus de grandes mises en commun, qui à différentes époques de leur développement voient telle et telle interaction qui se fait. Je vous recommande d'ailleurs, si vous voulez plonger dans le sujet, l'excellent livre de Ian Stewart, Mathématiques de la biologie, ou mathématiques du vivant, un truc comme ça. Mais vous avez là des projets globaux qui se répondent les uns avec les autres. Mais la coopération de la mathématique avec la biologie, c'est pas comme si 2 individus coopéraient. De la même façon, on peut pas tellement dire que 2 IA coopèrent. Pas au sens, en tout cas, qui était évoqué il y a quelques instants sur la façon dont nous, individus, avons appris à communiquer les uns les autres et à s'organiser en un réseau très efficace. Ça me fait penser l'exemple sur un des passages marquants pour quiconque se plonge un tout petit peu dans les ouvrages de vulgarisation d'éthologie, c'est quand, c'était sur la remarque, on l'utilise pour se développer ou pour se détruire les uns les autres, c'est le récit de Jane Goodall quand elle découvre l'existence de la guerre chez les chimpanzés. Et elle raconte, mais vraiment, la guerre avec projet de telle communauté de chimpanzés systématique sur plusieurs années de détruire la famille et les clans ennemis. Alors que dans certains cas, ils avaient passé des jours heureux ensemble, compagnons de jeux gamins, à un moment, qui sait pourquoi, ils se mettent en guerre. Et c'est vraiment une guerre de destruction systématique et aussi terrible que ce qu'on sait faire nous. Oui, si c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai invité un jeune chercheur de Sciences Po, au Collège de France, qui est venu vendredi de la semaine dernière présenter une conférence sur justement cette espèce de Janus, de la coopération positive et négative. On a pas mal parlé de la guerre des chimpanzés. Ce soir, en rentrant chez vous, allez dans Google et mettez The 4 Years War, la guerre de 4 ans.
Et vous verrez, il y a toute une littérature là-dessus. Hein. Donc c'est l'histoire de en Tanzanie où travaillait Jane Goodall, mais c'est d'autres qui l'ont observé, hein, de ces chimpanzés au sein duquel on voit se produire un clivage qu'on est obligé d'appeler politique. C'est-à-dire qu'il y a un mâle dominant et deux mâles qui veulent prendre sa place, ça ne marche pas. Mais ce qu'on voit au fil du temps, c'est que le temps d'épouillage des individus les uns avec les autres qui sont mesurés par des gens qui étudient ça à longueur d'année montre qu'il y a en fait graduellement une scission à l'intérieur de ce groupe. Et puis ils vont finir par se partager le territoire et vivre dans deux territoires différents. Ça marche pendant un moment, puis un jour, il y a un des groupes qui coince un jeune chimpanzé de l'autre groupe et qui le tue. Et à partir de ce jour-là, c'est la guerre entre les deux groupes. Et au bout de 4 ans, il y a un des groupes qui a réussi à exterminer tous les mâles de l'autre groupe et à récupérer les femelles, ou alors elles sont parties ailleurs. Mais c'est cette fameuse guerre de 4 ans. Et on peut penser comment... Ah, c'est vraiment une histoire de mâle, ouais. Mais on peut penser que ça a effectivement existé aussi chez des hominines anciens. Ce qui est quand même intéressant à propos de l'évolution du cerveau humain, c'est que on voit bien que, j'ai dit tout à l'heure, hein, que les hommes ont construit leur niche écologique en bâtissant un environnement artificiel. Et alors en faisant ça et en utilisant toutes sortes d'artefacts, des outils en particulier, ils ont, de façon rétroactive, ils ont, si je peux dire, fabriqué l'évolution de leur cerveau. Parce que notre cerveau, par la sélection naturelle, mais pas que, dans le fond, c'est modifié dans certaines directions en réponse à cette demande, hein, d'artificialisation du monde. Et c'est probablement ça, hein, qui est à l'origine de l'émergence de la conscience du soi, hein, de la capacité de se projeter dans l'avenir. L'outil, c'est quelque chose qui a un effet. Hein. Et donc, au-delà de ça, il y a une construction de niches neurales et éventuellement de niches cognitives. Hein. Donc, on a un monde intérieur qui est un monde dans lequel on peut simuler des choses qui arriveront peut-être pas, mais en tout cas on peut les imaginer. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait particulier. Et effectivement, ce qui est assez fascinant, encore une fois, du pur point de vue de l'évolution du cerveau, c'est que ces changements, ils ont des conséquences en termes d'évolution biologique, de chimie du cerveau, de développement de certaines structures. Par exemple, on a partie du cerveau qu'on appelle le cervelet, qui est extrêmement développé chez les hommes, beaucoup plus que chez des formes anciennes d'hominines. Bon, on sait que c'est quelque chose qui est impliqué dans les interactions sociales, en particulier parce qu'il est impliqué dans les circuits de récompense, la fameuse dopamine, donc qui vous rend heureux ou heureuse. Et donc, on voit bien comment, dans le fond, d'une certaine façon, l'homme fabrique sa propre évolution. Alors, avec l'externalisation de tout un tas de fonctions biologiques dans la sphère technique, et maintenant dans la sphère du calcul, de la prédiction, du stockage de mémoire. C'est une vieille histoire. Hein. Platon s'inquiétait beaucoup du fait qu'avec le développement de l'écriture, les hommes allaient perdre la mémoire. Je sais pas, ils n'ont pas complètement perdu la mémoire, mais c'est assez impressionnant de voir aujourd'hui comment les gens spontanément... J'étais en Chine il n'y a pas très longtemps et je parlais avec des jeunes chercheurs de l'histoire de la Chine. Hein. Je voulais un peu faire le malin, leur montrant que je connaissais leur histoire. Et j'étais très étonné parce qu'en fait, chaque fois que je posais une question à propos d'à peu près n'importe quoi, ils se précipitaient sur leur téléphone et hop, me ressortaient, je sais pas quoi, la date de telle ou telle dynastie. Donc manifestement, ils ne connaissaient pas spontanément, mais qui trimballaient avec eux. Alors est-ce que cela modifiera leur cerveau sur le long terme ? On refera un débat avec Cédric dans 10 000 ans et puis on verra. Nos avatars numériques s'en occuperont après. Alors, pour les collègues chinois au smartphone, la question
intéressante, c'est qu'est-ce qui s'est passé sur la place Tiananmen en 1989. Et là, ils peuvent chercher et rechercher sur le smartphone, ils ne le trouveront pas. Ce n'est pas dedans. Il y a eu un ensemble de travaux et de réflexions effectivement sur... Alors effectivement, Platon, citant Socrate, parle de ce dilemme sur l'acquisition de l'écriture. Il y a la mémoire. Il y a aussi l'augmentation des malentendus par la forme écrite plus que par la forme orale, selon Socrate, parce que un texte oral, on l'adapte à l'interlocuteur, tandis que l'écrit tombe sous les yeux de n'importe qui. Et il y a aussi, évidemment, le grand idéal socratique, pouvoir redécouvrir les choses par soi-même. Le fait de lire le truc dans le manuel donne beaucoup moins de préhension, d'appropriation du concept que le fait de le découvrir soi-même, l'idéal socratique. Et d'un certain point de vue, à la fois les prédictions sont réalisées, mais il y a eu plus qu'une compensation par l'externalisation. L'ensemble de la mémoire qui est disponible et à n'importe quel individu est bien supérieur à ce qu'il y a dans la tête de n'importe quel humain. Cela dit, si vous allez dans une société traditionnelle de type qui n'a pas l'habitude de l'écrit, en ce qui me concerne, j'étais dans une expédition avec d'autres scientifiques à l'invitation d'une fondation pour passer 2 semaines au sein du peuple Kogi dans la Sierra de Nevada de Santa Marta en Colombie, et vous retrouvez avec même s'il y a les jeunes apprennent l'espagnol et apprennent à écrire et certains utilisent un smartphone, mais ça reste une tradition orale. Les personnes âgées n'écrivent pas et ne font pas appel à ça, et c'est quand vous vous retrouvez à discuter, à faire des discours, ou quand vous voyez leurs performances quand il s'agit de faire des traductions, c'est vraiment impressionnant, la facilité qu'ils peuvent avoir à retenir un texte, à retenir un discours, à se lancer dans un grand discours, et ça va en improvisation en même temps avec mimique, gestuelle et tout ce que vous voulez. De toute ma vie, le plus grand conteur que j'ai jamais rencontré, c'était une personnalité de culture indienne-américaine. Je sais plus, c'était un genre arrière-petit-fils d'un grand chef de tribu Sioux. Lui-même était instruit, tout ce que vous voulez. Il était directeur d'un musée de paléontologie en l'occurrence. Mais personne n'est parfait. Voilà, et toutes les perversions sont dans la nature. Et il était Éric Joly s'appelait. Et il était juste, et c'était juste éblouissant de le voir raconter une histoire. Et où là, on se dit qu'il y a des choses qui, au passage, ont été en déléguant. Il y a certaines choses qu'on a perdues, qui ont été globalement spontanément perdues, et que c'est notre boulot de trouver comment les entretenir, les raviver, éventuellement à contre-courant. À titre personnel, ça a été une de mes grandes évolutions personnelles il y a quelques années, quand je me suis mis à fréquenter un club de poésie et à systématiquement, assidûment apprendre par cœur des poèmes par dizaines, pour la déclamation, pour l'appropriation. On les connaît beaucoup mieux, on les comprend beaucoup mieux, on les partage beaucoup mieux quand ils sont appris. Et il y a un débat habituel, classique, sur les relations entre l'outil et l'humain, en savoir-faire, en compétences, en représentation, qui a été travaillé par certains scientifiques, par exemple sur la question des représentations de l'espace chez des bestioles aussi différentes que les rats et les chauffeurs de taxi, à travers différentes expériences et dans différents contextes, mais aussi les sociologues de la technique, des gens comme Jacques Ellul, Ivan Illich. On retrouve un écho et une synthèse qui est bien menée dans un livre récent de l'auteur de science-fiction Alain Damasio, ça s'appelle Vallée du Silicium, c'est très bien fichu, et ça, c'est une sorte de longue rêverie sur le monde actuel, sur ce qui pourrait être, où il imagine des interactions bien barrées entre des humains et leurs IA et des choses comme ça, et insistant pas mal sur notre contact, notre perception et ses habitudes, la façon des fois elles nous enchaînent, habitudes qui enchaînent bien plus que les idées. C'est un thème qui remonte à Pascal et est très très fort en ce moment aujourd'hui. Et sur le lien entre nous et l'outil, la façon dont la création nous aide, nous assiste et parfois prend bien plus de place que ce qu'on aurait imaginé et nous emmène parfois dans des paradoxes qui seront fort intéressants à suivre. Merci Cédric de me tendre la perche du chauffeur de taxi.
Parce que quand même, pour terminer sur une note optimiste, notre cerveau est quand même un organe incroyablement plastique. Hein. Et donc... bien plus tard que oui, il reste plastique, en particulier chez les chauffeurs de taxi. Donc il y a une étude qui a été faite il y a quelques années maintenant, où on a étudié l'évolution de l'hippocampe. Alors l'hippocampe, c'est une partie du cerveau assez profonde, qui est assez ancienne d'ailleurs, hein, et qui est une partie du cerveau qui est impliquée dans la mémoire. C'est-à-dire que vous stockez des informations dans votre hippocampe, et puis la nuit, quand vous dormez, c'est à ça que ça sert, en particulier le sommeil, hein, ces souvenirs vont être retravaillés. Le simple fait de demander si les humains peuvent être remplacés par des IA, ça sous-entend une représentation du monde des humains à laquelle on ne peut pas adhérer, en tout cas pas à Oui Demain. Moi, j'ai jamais pratiqué le e-sport, mais à l'Assemblée nationale, j'avais un collègue qui s'appelait Denis, toujours député, lui, Denis Masseglia, qui était le grand promoteur à l'Assemblée nationale du e-sport et qui m'avait fait toute une formation sur la façon, les bienfaits du e-sport. Et c'est assez convaincant, en vrai. Contrairement aux jeux vidéo habituels tels que c'est, avec le côté passif et seul souvent, le e-sport vient avec une notion d'équipe. Vous devez vous coordonner avec vos partenaires. Il y a des répétitions, des entraînements. Il vient avec une démarche très active et est associé dans les expériences qu'à l'époque il m'avait montré à une augmentation de l'acuité des réflexes et de la façon dont on articule l'interface pensée-action. Je dirais que de façon générale, mais que ce soit pour le e-sport ou pour la façon dont on s'informe ou tout, le fait d'avoir une démarche active ou passive change tout. Utiliser Google en juste demandant quel est, ou un Mistral ou autre en juste demandant quel est le résultat, c'est extrêmement différent que de se dire quelle est la question que je vais me poser, tiens je vais regarder ceci, où est-ce que je vais aller creuser ça, etc. etc. Et ça, c'est pas quelque chose qui est entraîné directement par la technique, ça dépend du projet. Soit c'est votre projet de vous perfectionner en ceci, ou c'est votre projet d'avoir la super équipe de e-sport, et c'est quelque chose dans lequel la motivation va venir de questions culturelles, politiques, ou ce que vous voulez, extérieures à la technique. Mais en tout cas, pour le e-sport, à l'époque, j'avais été emballé. Un très bon ouvrage de David Chavalarias, de l'Institut des systèmes complexes, Toxic Data, qui décortique un certain nombre de façons dont le numérique influe sur le débat d'idées. Par exemple, un truc qui est pas du tout intuitif, mais on constate que dans un peu tous les pays développés, plus ou moins selon les pays, le passage à la moulinette numérique décale le débat public vers la droite au sens politique du terme. Nettement plus aux États-Unis qu'en France d'ailleurs, pour un ensemble de facteurs, mais vous avez une influence et des choses qui sont bien sûr pas neutres. Évidemment, le biais de renforcement quand on est dans sa bulle de personnes de communautés similaires. Qu'est-ce qu'on va dire ? On sait que c'est absolument redoutable, comme pour se renforcer dans une idée, le fait que les gens avec qui vous discutez aient la même opinion. Dans le monde réel, vous ne pouvez pas discuter avec un nombre considérable de personnes. Il y a vos voisins, etc. Il se peut que vos voisins pensent la même chose que vous, c'est le même milieu socio-professionnel, c'est la même culture, mais il y aura de temps en temps quelqu'un qui aura un petit peu un avis dissident, et il y aura un minimum de brassage toujours, même si vous êtes perdu dans un quartier avec une ségrégation sociale extrêmement importante. Mais dans le monde numérique, vous n'avez pas ces barrières physiques. Vous pouvez être branché avec 100 000 personnes qui ont exactement la même position que vous. Et ça, évidemment, ça fait partie de l'avantage et la promesse du numérique, que justement de pouvoir délocaliser la conversation. Mais en s'affranchissant du brassage physique, ça entraîne des biais redoutables. Et donc, on a vu ces bulles qui peuvent être renforcées encore par l'algorithmique, visant à qui vont aller vous conforter dans vos convictions. La publicité ciblée, on a vu aussi que ça marchait redoutablement bien, et on s'est retrouvé avec des interactions extrêmement riches. Maintenant, pareil, on peut renverser le truc
Si votre état d'esprit a priori est actif et d'être dans la remise en cause de ce que vous pensez savoir, vous avez dans le numérique des outils juste extraordinaires avec lesquels vous pouvez explorer, trouver, dénicher la thèse dissidente que vous n'auriez jamais réussi à trouver dans le monde physique, mais qui est écrite quelque part, etc. Donc si vous l'utilisez d'une façon active, au contraire, ça peut être un élément d'accès à plus d'objectivité juste phénoménal. Enfin, je crois que vraiment l'enjeu, en fait, c'est un enjeu aussi d'éducation. C'est-à-dire, dans le fond, il faut instruire notre intelligence à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Demander à ChatGPT, dont il ne faut pas dire le nom, d'écrire un script que je ne suis pas capable d'écrire pour obtenir je ne sais pas quel réglage sur mon ordinateur, ce n'est pas un problème. Maintenant, lui demander ce que je dois penser à propos de tel ou tel sujet, là, je pense qu'il y a un vrai problème. Et je pense qu'il y a enfin, on peut fantasmer, le déplorer, faire tout ce qu'on veut, mais bon, les intelligences artificielles ou les outils d'intelligence artificielle sont là, ils seront là, on les utilisera. Je pense que c'est vraiment essentiel d'enseigner, d'éduquer les enfants, les adolescents et les adultes aussi, surtout, à comment utiliser l'intelligence artificielle, justement pour éviter ces phénomènes d'enfermement, en fait, de renforcement de confirmation ou de biais de confirmation qui sont un vrai souci. Donc être amoureux, ce ne sera jamais artificiel. Être amoureux, je pense que c'est on ne peut plus réel. Ça s'impose à vous au plan physique, au plan chimique et tout ce que vous voulez. Maintenant, attention, les humains ont déjà démontré qu'ils sont capables de tomber amoureux d'idées, de choses inanimées et d'intelligence artificielle. Il y a déjà au Japon des chanteuses artificielles qui n'ont aucune existence, qui ont leurs fans et leurs gens. Alors, on avait déjà des gens qui étaient amoureux de personnages de bande dessinée ou de personnages de films, ça se voyait. Mais amoureux d'une IA, c'est peut-être encore plus creepy, si vous me permettez. Vous avez vu, on avait beaucoup à avoir vu ce film Her, voilà, mais ça dit exactement ce truc-là. Alors, dans un contexte où... avec la baisse de la natalité, qui globalement n'est pas quelque chose d'effrayant, mais la baisse de la sexualité, ça c'est un truc qui n'est pas sympa. Et on voit les chiffres qui s'écroulent, là, pour le coup, dans les civilisations occidentales développées, écroulement de la sexualité. Et là, il faut faire gaffe. Il y a déjà un marché du substitut affectif, bien sûr, surtout dans certaines sociétés asiatiques. Ma collègue Laurence de Villers les appelle l'effet clochette. Vous avez le petit programme avec une image ou pas, ou ça peut être juste des textes, qui est connecté à votre maison, qui est connecté à votre montre connectée, qui est connecté à votre smartphone, qui vous envoie des messages dès quand vous êtes au boulot, qui vous dit de rentrer tôt parce qu'elle vous attend avec impatience, mon chéri, et tout ça, et qui va regarder le film avec vous quand vous êtes de retour. Elle est connectée à l'écran, à la maison connectée, et tout ça, et vous allez passer une bonne soirée en compagnie d'elle avant de vous endormir et de faire de beaux rêves avec elle, etc., etc. Donc il y a un marché pour cette substitution qui a quelque chose de biologiquement un peu dérangeant quand même. Et pareil, alors Jean-Jacques parlait de l'éducation. Alors au fait, l'exemple vient de très haut, mais pas forcément le meilleur exemple de très haut. Dans une conférence de presse phénoménale, il y a quelque temps, Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, et donc l'un des personnalités qui ont été les plus influentes dans le monde sur le numérique, disait, en parlant de transition écologique et tout, disait explicitement: nous n'avons pas réussi à tenir les engagements de Paris, de l'accord de Paris, et nous n'y arriverons pas. Mieux vaut les abandonner et tout miser sur la construction d'une intelligence artificielle surpuissante qui nous indiquera le chemin.
Alors ça, c'est pas de la technique, ça s'appelle de la religion messianique. On va créer le machin qui va nous donner la voix. Et il y a une déresponsabilisation même là extraordinaire du politique. Dire finalement, on est trop débile pour savoir ce qu'on veut et savoir comment nous sauver. On va plutôt construire le machin, IA augmenté, le nouveau Messie qui va nous indiquer quelle est la voie avec un grand V. Alors évidemment, ça c'est de la rigolade. Ça vient de l'ancien patron de Google, ce qui en dit long sur l'état de développement philosophique et psychologique des élites mondiales de la technostructure. Et nous, on sait bien au contraire que le grand truc, c'est d'être éduqué, de savoir ce qu'on veut, de savoir comment intégrer ces outils dans notre projet d'appropriation et de développement personnel, de l'intelligence, de l'écologie et tout ce qu'on veut. Et d'en faire un outil au service du projet qu'on a envie, qu'on a prédéfini et qu'on ne se laisse pas imposer par tel ou tel gourou. On va finir sur le service du projet humain. Pour oui, demain. Voilà. Ça arrive, et puis vous pouvez continuer évidemment à échanger avec ces deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.